Eccoci, buonasera a tutti, bonsoir Michel, Bonsoir, bonsoir, Fabio. merci d'être là avec nous, grazie di essere con noi, è Oui, un onore, c'est un honneur pour non, nous en de effet, t'avoir ici chez nous en Italie maintenant, oui, di averti con noi ed è presentiamo, anzi parliamo con uno dei musicisti più incredibili, più straordinari della scena internazionale, della scena europea, che ha partecipato, che ha dato un contributo tra i più preziosi della musica contemporanea. Je pense que tu comprends, Michel. oui, bien sûr, bien sûr. E Michel Portal è nato in un piccolo paesino che si chiama Bayonne, che è nel versante francese dei Paesi Baschi. Oui, È nato nel 1935, quindi prima della guerra, e ha seguito tutto il percorso della musica europea e non solo europea di questi ultimi decenni, diventando una delle personalità più preziose, più importanti appunto della nostra scena, suonando oltre con i suoi progetti con musicisti incredibili, le collaborazioni con Pierre Boulez, con Karlheinz Stockhausen, con Luciano Berio, con Mauricio Kagel, oui, oui, Globocar e poi Sarma, Stevie Lacy, Ian Benning, David Liebman, i duetti con Bernard Lubat, con Jean-Pierre Drouet, ma possiamo parlare a lungo e a lungo e a lungo. Donc on peut parler énormément, très longuement de tes collaborations et de tes projets pour arriver jusqu'à aujourd'hui oui, et pour passer aussi à travers une collaboration ensemble, qui c'est un vieux disque de oui, 1995 qui s'appelle oui, Cinema, mais oui, on va parler di tutto après, parliamo di questa collaborazione assieme del 1995 oui. dopo. Le domande da fare a Michel Portas sarebbero veramente tantissime, le questions sono vraiment beaucoup, ma abbiamo poco più di un'ora e quindi cerchiamo di soffermarci sulle cose fondamentali. In Italia Michel è un musicista molto, molto amato, tu es beaucoup aimé all'Italie, Oui. e tu es passé énormément de fois, je crois aussi all'Italie, sei passato tantissime volte in Italia e hai una relazione molto, molto stretta con questo paese, tu as une relation très proche aussi avec l'Italie. Mais j'aimerais bien d'abord, parce que je pense que notre public, il ne sait pas, il nostro pubblico non sa probabilmente comment tu es né à travers la musique. Je pense que c'est une question peut-être très simple, mais je pense que peut-être pas beaucoup de monde il te pose aujourd'hui ces questions-là. Forse è una questione troppo semplice, ma può anche essere che magari non tutti ti pongano oggi la questione del come tu sei divenuto musicista, come tu es arrivé à être musicien. Est-ce que tu peux nous dire Oui, d'un très très vite ton histoire personnelle oui, de la musique, parce que c'est une histoire intéressante qui représente la passion, oui, l'amour pour la musique, le petit village où tu étais, oui. aussi la passion pour la musique populaire, Ah oui, ça c'est aussi la passion pour la musique du monde, parce qu'avant d'être les musiciens qui tu es, il y a derrière des esplicazioni. Donc, prima di essere il musicista che sei, ci sono sempre delle motivazioni che forse vanno raccontate. A tua la parola. ma motivation, c'est-à-dire, j'étais aussi dans une famille de musiciens. Il y avait des musiciens dans ma famille. Tu Oui, m'entends, oui, pardon? oui, oui, stato. Dunque dice che nella sua famiglia c'erano dei Oui, alors musicisti. il y avait le grand-père qui était chef d'harmonie, mon père il jouait de la trompette, moi je Quindi il nonno era chef, era maestro della banda, diciamo così, suo padre suonava il... Tu jouais le flugelhorn o la cornetta? pas comme toi. Voilà, ok. Et donc, après, si tu veux, je suis allé, on m'avait dit, mon père, il ne faut pas rentrer dans cette porte, elle est fermée à clé. Mais pourquoi? Mais parce qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Et là, un jour, j'ai eu, je ne sais pas comment, j'ai ouvert cette porte en cachette, hein, et c'est là, il y avait tous les instruments. Il y Ah avait, oui, il y avait quand la même. clarinette, il y avait le basson, il y avait le corps, il y avait beaucoup de choses qui servaient à l'harmonie. Et donc, j'en ai pris un, et puis j'ai pris jouer la clarinette. Après, je voyais le corps, ça m'intéressait pas trop.
Et puis, Oui, j'ai fait un inventaire comme ça, et petit à petit, mais très très vite, je devais avoir 10 ans, je sais que la musique, pour moi, elle était venue mais comme une explosion. Parce que déjà à 10 ans, je demandais à mon père de me passer des disques d'autrefois, comme ça, des grands disques. Je veux écouter de la musique, mais arrête, arrête, oui, mais je veux écouter. Donc j'ai écouté de la musique toute ma jeunesse. ok, allora la racconto. Dice che suo padre appunto era un maestro dell'armonie, che è un po' come la nostra banda, eccetera, eccetera, però in casa c'era una porta chiusa, e un giorno lui è riuscito di nascosto a entrare in quella stanza e lì c'erano tutti gli strumenti dell'armonie, c'era il clarinetto, c'era il corno, c'erano tutti gli strumenti che venivano utilizzati e da quel momento lui a 10 anni più o meno è diventato matto per la musica e allora ha chiesto al padre di dargli tutto quello che lui poteva sentire, che poteva ascoltare, insomma da quel giorno la sua vita è cambiata. Et quelle musique tu demandais d'écouter? C'était quoi la musique que tu écoutais? La musique, c'était la musique. Moi, j'ai écouté la musique presque. C'était la guerre aussi. Il y avait de la guerre. Donc, avant la fin de la guerre, j'avais des amis qui étaient des supporters de Duke Ellington, de Louis Armstrong, de beaucoup de musiciens. Et alors, ils me donnaient des formats comme on a aujourd'hui, des grands formats. Ils me disaient, tiens, Michel, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes ça. Tu vas écouter. Alors, j'avais des disques comme ça, et j'écoutais tous les musiciens de la Terre, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, mais comment ils jouent? Mais comment... Bon, j'ai écouté les Américains, j'ai écouté mais beaucoup de musiciens dans le monde, quoi, tu vois. Et après, j'ai écouté l'Europe aussi, et j'avais des disques comme ça chez moi, et puis je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas d'écouter. Allora dice che quando è arrivata la guerra poi ha iniziato ad ascoltare, c'erano degli amici che gli passavano i dischi ed erano i dischi di Duke Ellington, erano i dischi di Louis Armstrong, di tutti i grandi musicisti americani e lui insomma non smetteva di ascoltare, poi ha scoperto anche la musica europea, insomma erano gli anni in cui non smetteva di ascoltare la musica, mais par contre, comment tu es arrivé à la clarinette? C'était ton premier instrument o pas? Come sei arrivato al clarinetto? Era il tuo primo strumento oppure no? La clarinette, c'est très simple. C'est dans l'harmonie, on jouait des musiques, disons, populaires. Populaires. On faisait des musiques populaires, mais de la région. Donc on faisait danser les gens, mais c'est surtout la clarinette qui était l'instrument premier, parce que c'était des cuivres qui étaient à côté, c'était pas le violon, il n'y avait pas de piano, il y avait des instruments avant. Donc il n'y avait pas de fagot non plus, il n'y avait pas de basson, il y avait la clarinette, la trompette, il y avait le bugle, des choses comme ça qui étaient populaires. Et c'est là-dedans que on m'a dit dans l'harmonie, Michel, on va jouer une musique populaire et tu vas jouer la clarinette d'abord que tu vas aller chercher dans la chambre bleue, ils m'ont dit. Allora dice che il clarinetto, cioè l'armonia era fatta di tanti strumenti diversi, non c'era ovviamente il fagotto, non c'erano questi strumenti, ma erano principalmente strumenti a cuivre, cioè gli ottoni, e poi c'erano gli strumenti a vento, appunto, in cui il clarinetto era un po'... la clarinette c'était le roi Ben oui, ben c'était oui. de l'harmonie, bien sûr. Les voix de l'harmonie étaient toujours devant et tu as toujours la responsabilité de faire le solo et tout ça, alors que les autres sont un peu loin comme ça. Sì, e quindi dice che il clarinetto aveva la responsabilità di fare gli assoli, mentre gli altri erano gli strumenti un po' di accompagnamento che stavano un po' dietro e suonavano la musica popolare della regione, che era anche la musica popolare che serviva per ballare, c'était la musique pour la danse. Et Voilà. d'écouter aussi, E allora il padre gli ha detto tu devi suonare il clarinetto e allora gli ha aperto la porta dell'armonie e lì è entrato in questo mondo. Et après, qu'est-ce que s'est passé après? Après, non, alors il faut que je continue un peu dans ma jeunesse.
Euh, J'étais avec mon père, ma mère, et il avait un petit chose pour faire passer les petits disques comme ça. Et je me rappelle, il fallait que je fasse très doucement pour qu'on ne m'écoute pas, parce que il pensait que je dormais. Et j'allais là, et je mettais doucement, j'entendais. Oh là là. Je dis, ça, alors, ça c'est terrible. Je m'en rappelle encore, et demain, et avant-hier, je sais pas quoi. Et c'était ça. Et je me suis dit, je ne bougerai plus de cette histoire et j'irai voir les musiciens qui sont extraordinaires, mais il fallait que je fasse doucement pour pas qu'on m'écoute. Donc, Donc c'était eux chi dormè, oui, dormez. pas toi. Quindi dice che quando i genitori dormivano lui andava e metteva i dischi a volume bassissimo affinché lui non disturbasse o forse non volevano e sentiva questa musica meravigliosa che poi era il jazz di cui era totalmente appassionato e totalmente preso. Et après, Alors, donc c'était au conservatoire, qu'est-ce qui s'est passé après? après, il y avait une toute petite école de musique parce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, quand c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas beaucoup dans les écoles de musique, beaucoup de professeurs. Il y en avait peut-être un ou deux ou trois, c'est fini. Bon, chez nous, dans mon pays. Et donc, j'ai rencontré des hommes qui m'ont entendu une fois jouer de la clarinette avec un trio que je jouais avec Mozart parce que bon, j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans. Et ces hommes-là avaient des moyens incroyables parce que c'était des gens qui étaient très, c'était la haute, comme on disait, des gens qui étaient très, bon, pas de, bon, c'est des gens, c'est des gens qui voulaient m'aider à faire quelque chose. Allora, dico intanto, quindi nella scuola c'erano pochissimi insegnanti, erano solamente 2 o 3 insegnanti e lui suonava Mozart con un trio e uno di loro lo ha sentito e quindi quando l'ha sentito ha voluto aiutarlo in questo percorso. Et donc ils m'ont aidé à travailler davantage dans cette école de musique en jouant de la musique classique, de la musique pas moderne parce que ça n'existait pas, mais jouer des choses. Et ces personnes-là m'ont invité à aller déjà à Bordeaux, c'est-à-dire aller dans une ville plus grande pour aller dans un conservatoire. Et ensuite, après, quand ils voyaient que ça se passait bien, ils me disaient, il faudra aller un peu plus haut. Alors, plus haut, ça voulait dire aller à Paris. Mais j'étais toujours accompagné de ces gens-là. Mais là, le professeur de clarinette de Paris m'a écouté, il me dit, mais vous avez quel âge vous? Moi, j'ai 14 ans, 15 ans. Mais vous pouvez jouer cette pièce-là? Oui, je vais la jouer. Ouh là là, mais ça fait un moment que vous travaillez, mais pas beaucoup. Et il me dit, dites donc. Alors, il avait dit que j'étais doué, comme ça, pour jouer des choses, que ce soit Schumann, je ne sais quoi, beaucoup de musique. Et puis, petit à petit, je suis allé vers Paris, et là, à Paris, j'ai eu le prix de Paris, c'est-à-dire le prix du conservatoire. J'étais tout d'un coup entré dans la musique à fond. Allora dice che a un certo punto questo insegnante che voleva aiutarlo lo ha portato a Bordeaux, al Conservatorio di Bordeaux, ma insomma piano piano c'era l'idea che lui potesse sempre andare più su e quindi poi dal Conservatorio di Bordeaux, evidentemente perché lui era dotato, perché aveva voglia, eccetera, e l'obiettivo in Francia è sempre Parigi, Parigi è un po' è il luogo di arrivo e quindi da Bordeaux poi è arrivato a Parigi che aveva 14 anni, suonava Mozart, suonava Schumann, suonava diverse cose, principalmente musica classica e questo insegnante che a Parigi lo ha sentito è rimasto colpito, insomma gli ha detto ma
da dove vieni, cosa hai fatto, che cosa fai, e quindi insomma è rimasto molto colpito principalmente dalla sua dote, e quindi evidentemente poi Parigi è stato il luogo dove lui si è formato. Donc c'était Paris qui est devenu un peu la capitale de Oui, ton... c'est ça. C'est-à-dire, c'était déjà le sommet pour moi, malgré que je faisais beaucoup de musique, un peu de jazz, parce que je jouais des espèces de charleston, du ragtime, des choses comme ça. Oui. J'adorais tout ça. Donc, je jouais avec trois personnes. Allez, vas-y. Il y en avait un thème que je l'appelais clarinette marmelade. Je l'adorais aussi. Alors, Ok. bon, j'aimais déjà le jazz, mais j'aimais le classique. Mais dis-moi une chose, allora dice che praticamente lui suonava tutto, era presissimo dal jazz, da questa clarinette, je sais pas comment s'appelle, le thème, e quindi insomma suonava la musica classica e suonava anche, era appassionatissimo di jazz. Mais la chose qui m'a étonné tout à l'heure, c'est de savoir que quand tu étais au conservatoire à Bordeaux, Oui. il y avait pas une division entre le jazz, bon, la musique autre et la musique classique. Ça veut dire, tu es de 38, donc tu étais au conservatoire, c'était les années 50. C'est ça, c'est ça. Voilà. Dunque, lui erano gli anni 50 e nel conservatorio di Bordeaux Oui, e poi anche nel conservatorio di Parigi non c'era questa divisione netta tra quella che era la musica classica e il jazz. C'est C'était ça? très difficile à l'époque de mélanger les musiques. Si on Oui. fait de la musique classique, dans le conservatoire, il ne fallait pas jouer de jazz. C'était interdit, o no? Ça ne se faisait pas. Ok, non si faceva. Quindi non si poteva nei conservatori anche allora suonare il jazz e la musica classica. Dice, in fondo erano due mondi distinti. Poi ho chiesto, ma era proibito? Dice, non si faceva. Et puis les musiques populaires, pas beaucoup non plus. Donc il fallait être très... On jouait un peu de Mozart, comme ça, des choses, mais il fallait pas... Alors, la preuve, c'est que quand j'ai joué au conservatoire de Paris, et que tout d'un coup, quelqu'un a entendu que j'étais en bas, au sous-sol, et que je jouais du jazz avec ma clarinette. C'est qui t'a entendu? C'était ton prof? Non, oui, non, c'était un élève. Un élève, ok. Il est monté tout de suite voir le professeur et il a dit, mais qui c'est ce clarinettiste? Il a l'impression qu'il joue du jazz, tout ça. Du jazz. Alors là, j'ai été mal reçu. Attends. Mais... Oui, pardon. Non, alors, donc là, j'ai été mal reçu parce que lui, il a dit, oui, mais il y a un clarinettiste en bas qui... mais il fait je sais pas, comme de la musique de jazz bizarre. Ah oui? Ah, comment il s'appelle? Mais je sais pas, moi je le connais pas. Allez le chercher. Alors, je suis arrivé, je suis monté là, en haut, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là en bas? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, moi j'aime beaucoup les musiques, j'ai dit en général. Je ne suis pas comme ça sectaire. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai écouté Ravel, j'ai écouté Gounod, je ne sais pas quoi. Oui, oui, mais enfin, il faut faire les choses petit à petit. Bon, alors je suis redevenu gentil, mais le soir, j'allais jouer en bas. Allora dice che a un certo punto lui andava sotto a suonare il jazz e un allievo aveva sentito lui a suonare il jazz, questa musica strana, e quindi è andato dal professore e gli ha detto c'è uno che sta suonando il jazz, c'è uno che sta suonando una musica strana. E allora il professore l'ha chiamato e gli ha detto cosa stavi suonando, cosa stavi facendo, e lui in tutta risposta gli ha detto a me piace la musica, mi piace tutta la musica, quindi
e lui ha detto sì, però non va bene perché dovresti suonare solamente la musica classica, e poi lui la sera, dopo quella chiacchierata con il professore, è tornato giù si è messo nuovamente a risuonare il jazz. Alors, ça c'est une chose entre parenthèses que je dis. C'est pas bon. À l'époque, je me suis dit, il faut que j'improvise quand même quelque chose de ce que j'écoute. Et c'est une histoire, j'avais écouté le Sacre du printemps qui commence. Et moi j'ai continué après. J'ai fait la vie en rose. Alors là, ça a été un scandale. Et il dit, mais il faut jamais faire plus des choses comme ça. Mais quand tu dis j'aime improviser des choses, non, surtout pas mélanger ce que vous voulez faire, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Vous avez fait la vie en rose avec non, ça va pas. Bon, tu dis je ne ferai plus. Allora dice che a un certo punto si è messo a suonare la sagra della primavera e poi tutto un tratto ha switchato su la Vie en Rose. La première, c'est pas la vie en rose, c'est d'abord le Sacre du printemps. Ah oui, no, bien sûr, sì, oui, no, la sagra della primavera, nous on dit la sagra della primavera. E il liceo ha detto no, non puoi fare quella cosa lì, non è possibile, non si possono mettere due mondi così diversi assieme. Bah écoute, c'est très intéressant cette petite histoire, parce que l'histoire à l'Italie, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, maintenant c'est un peu différente, mais maintenant on peut mélanger un peu les musiques, même au conservatoire, mais avant c'était beaucoup più compliqué. Dunque era diverso, in Italia non è molto diverso, nel senso che prima anche in Italia era veramente difficile mettere insieme due musiche diverse, soprattutto al conservatorio, il jazz e la musica classica, per intenderci. Oggi le cose sono anche cambiate ed è anche più semplice appunto vivere mondi così diversi. Ma la cosa che mi ha sempre colpito molto in Michel è la sua capacità di vedere la musica, una visione musicale estremamente aperta. C'est ça ça m'intéresse beaucoup et ça me plaît beaucoup de ta musique, la vision très ouverte che tu as avec la musique, e che è rappresentata anche dagli strumenti che poi Michel utilizza, non solamente il clarinetto, ma anche il sax soprano, il clarinetto basso e anche il bandoneon, che è uno strumento che apparentemente non è uno strumento popolare, che ha poco a che fare con la tradizione colta. Allora gli chiedo come sei arrivato a scoprire il bandoneon, cioè c'est quoi qui t'a mené vers le bandoneon? Non, mais c'est les pays qui m'ont. J'ai toujours été curieux de ce qui se passait en Argentine, même quand j'avais 12 ans, ou 13 ou 14. Et ensuite, je voulais aller là-bas, à Nuremberg, pour écouter la musique allemande, ou je sais pas quoi. J'ai toujours eu ça. Et je me suis dit, il faut que je rencontre des musiciens qui sont de notre pays et que peut-être moi, j'ai envie de vivre cette musique par curiosité, pour savoir, pour apprendre une façon dont on joue en sortant du classique, on fait autre chose. Je voulais apprendre en écoutant. Poi, allora dice che lui ha sempre avuto la curiosità di ascoltare tutta la musica, era curioso di sapere cosa accadeva in Argentina, oppure di andare a Norimberga a sentire degli altri suoni, degli altri musicisti, quindi ha sempre avuto questa grande passione per l'ascolto, per le cose che arrivavano. Et donc, mais pourquoi le bandoneon plutôt qu'un autre instrument? Perché il bandoneon piuttosto che un altro strumento? Le bandoneon, quand j'étais dans le Pays Basque, il y avait un grand Argentin, un grand joueur de bandoneon qui était malade. Donc il était dans un grand hôpital. Et mon père me dit, tu sais, il y a un Argentin qui joue dans cet hôpital là où on va aller. Moi, je t'amène et je voudrais que tu le rencontres. Et c'était lui qui était malade? Oui, il était très, très malade. Okay. Et en fait, je suis rentré dans la chambre et là,
j'ai vu le bandoneon, là. Et je savais que c'était un bandoneon déjà. J'avais vu le bandoneon, quelque part. J'avais vu le bandoneon. Et mon père dit, voilà, c'est mon fils, il voudrait voir comment vous jouez le bandoneon, ça l'intéresserait beaucoup. Bon, alors, Attends, je dis, allora, il suo padre dice, c'è un signore argentino che è molto malato, che stava in ospedale, che suona il bandoneone, quindi l'ha portato in ospedale per incontrare questo signore. Sono entrati lì e c'era un bandoneone. Allora il padre di Michel ha detto a questo signore, mio figlio è interessato al bandoneone. Et ensuite, comme c'était un très très bon bandoneoniste, très très bon, et on lui a demandé de mettre le bandoneon sur ses genoux. Oui. Il était malade, mais il a dit, voilà. Il était au lit. Oui, au lit. Donc, il a mis le bandoneon là, et il a dit à mon père, voyez, ce bandoneon, votre fils, je sais que je vais lui faire apprendre le bandoneon, là, parce que je ne peux pas me lever, tout ça. Et alors, j'avais disons, peut-être une semaine ou après, je suis arrivé avec un bandoneon, et lui, il a gardé le sien. Et il avait de la musique partout, argentine, partout. Alors, moi, je lisais assez déjà la musique, et il a mis le bandoneon sur les genoux, et il m'a dit, assieds-toi à côté de moi, je vais t'apprendre le bandoneon avec les doigts à gauche, avec les doigts à droite. On va faire très doucement. Voilà. Et alors, je le regardais, je faisais bon, ça va. Et ça, très bien. Et c'est comme ça que doucement, je me suis mis dans ce banc. Mais c'est de l'amour. Ma c'est un film, ça. Mais oui, C'est un'histoire magnifique. Allora, dice, è un film, dico, è una storia poetica, bellissima. Cioè, quindi il papà l'ha portato lì e lui, questo signore che era a letto, gravemente malato, prendeva il bandoneon, lo metteva sulle sue ginocchia, lo suonava e poi insegnava a Michel a suonare il bandoneon, prima con una mano, poi con l'altra. Et c'est incroyable ça. Et donc, c'est comme ça que tu es né avec les bandoneons. Oui, 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 ça c'est sûr. Ça, je ne peux pas te dire autre chose. Parce qu'en fait, malheureusement, ce monsieur, il n'était pas très bien. J'étais un peu gêné. Et mon père disait, ça fait rien. Bon, il faut y aller quand même. Et après, je devenais comme ça. Et il m'a appris les variations qu'on joue en Argentine, qui étaient très, très difficiles à jouer. Ouh là là, je dis, attention, doucement, doucement. Cioè, piano piano, fammi sentire più piano le variazioni argentine. C'est tout. Bon. Donc, c'est une histoire magnifique, ça, je trouve. Écoute, on va écouter un petit extrait d'une vidéo avec Bernard Luba. Oui, bien sûr. Et live. Et je pense que c'est enregistré à Uzès. Peut-être le 2007, peut-être les Italiens, ils ne savent pas beaucoup d'Uzès et aussi de Bernard Luba, qui n'est pas trop connu en Italie. Mais on va voir un petit extrait de cette vidéo et après tu peux nous raconter di Bernard, di Uzès, eccetera. Quindi facciamo sentire questo piccolo pezzo di un video registrato dal vivo a Uzès, che è un piccolo paese dei Paesi Baschi, insieme a Bernard Luba, che è un grandissimo personaggio della storia della musica contemporanea francese, legato alla tradizione, ma sarà poi Michel a raccontarci. Sentiamo un piccolo pezzettino.
Voilà. Magnifique. Oui. Ok, ça c'est Bernard Luba. Je pense qu'il y a une amitié entre vous Oh, d'abord qui est. Ça fait combien d'années votre collaboration? écoute, mais ça fait beaucoup de temps, beaucoup de temps. Je peux pas te dire dans les années, mais ça fait longtemps. Et ensuite, on est deux personnes on s'appelle tout le temps. Je l'ai appelé ce matin. Ah oui, Il m'a appelé hier. Et on est toujours en train de chercher quelque chose, quoi. Alors évidemment, on a fait beaucoup de musique libre, lui, avec lui, parce qu'il appelle, lui, la musique sans papier. On joue des musiques sans papier. c'est Alors, évidemment, on joue sans papier. Alors, parfois, parce qu'il faut dire que là, intellectuellement, c'est quand même quelqu'un d'assez. C'est un poète, quoi. C'est un poète. Et donc, parfois, on arrive à des musiques complètement jetées comme ça, des trucs très, très, enfin, libres, parce qu'on est sur l'improvisation, c'est vrai. Et on se connaît bien, et voilà, à chaque fois que j'ai joué avec lui, ça a été comme si on se connaissait depuis longtemps et que la musique peut-être était devant nous, mais il n'y en avait pas. Allora dice che gli ho chiesto da quanto si conoscono con Bernard Luba, che è un po' un'icona della musica sperimentale francese. Lui dice non lo sa perché si conoscono da sempre e c'è una relazione umana di amicizia ancora prima che musicale da tantissimi anni. Dice che si sono sentiti stamattina, Bernard Luba l'ha chiamato stamattina per telefono, lui poi ha chiamato Luba, si sentono praticamente ogni giorno e dice che Luba è uno che fa una musica che chiama sans papier, una musica senza carta, senza essere letta, e dice che quindi è una musica difficile da descrivere perché per loro è una musica che sta davanti, ma che allo stesso tempo può essere dappertutto. È un intellettuale, un poeta, è una persona straordinaria con la quale appunto c'è un rapporto veramente incredibile. Per quello mi sono permesso di partire con questo video. C'est pour ça que je me suis permis de partir avec cette vidéo, parce que je sais que votre histoire commune, c'est une histoire qui vient du passé Oui, et oui. qui est très importante. Est-ce que tu aimes encore jouer dans cette manière? Ça veut dire les duos avec Luba, les duos avec Jean-Pierre Drouet, et après le collaborazioni aussi dehors della musique, entre guillemets, jazz. Dico, cosa ti piace ancora suonare con quella idea di musica totalmente libera? E quindi ho citato le collaborazioni non solo con Luba, ma anche con Jean-Pierre Drouet. E c'è una parte della musica della storia di Michel che è legata anche alla musica contemporanea, non solo europea. Parlo di artisti come appunto Pierre Boulez oppure Stockhausen, Kagel, Globokar. Che cosa sono stati nella tua vita musicale? L'espérience avec ces musiciens, qu'est-ce que ça donnait à ta vie personnelle et musicale? D'abord, il y a la musique contemporaine écrite, si je parle. Allora dice che c'è la musica contemporanea scritta. Oui, c'est-à-dire je jouais avec Luciano Berio, ou je jouais avec Kagel, ou je jouais avec beaucoup disons, de compositeurs. Mais là, la musique, elle est écrite, là. Elle est écrite. Alors, ça, c'est une chose qui est là. On est obligé d'être interprète de celui qui l'a écrit. Allora dice che quella, la musica di Kagel, la musica di Berio, eccetera, eccetera, è una musica scritta dove lui è obbligato entre guillemets, obligé, entre guillemets, a essere interprete. Oui. Et ensuite, disons, face de ça, c'est la musique libre, peut-être ou sans papier ou pas, mais qui est faite avec l'oreille,
avec l'envie de l'improvisation, c'est-à-dire de jouer des choses qui sont des, comment dirais-je, en accord avec celui qui fait comme ça, qui joue là, comme on fait souvent dans le jazz, ça existait beaucoup. Je me suis toujours posé des questions que même les plus grands dans le jazz, ils ont fait des choses énormes, mais en même temps, même que ce soit, je sais pas, Coltrane et tout ça, j'ai bien regardé et écouté. Et à un moment donné, même s'ils faisaient des choses dans les harmonies, à un moment donné, tout d'un coup, ils partaient ailleurs. Ils partaient comme ça ailleurs avec le bon. Et donc je me suis dit que cette musique libre, elle n'est pas si libre que ça finalement, parce que il faut avoir les oreilles, il faut avoir la réponse à celui qui joue et beaucoup de choses. Donc avec Bernard Lubat, par exemple, on a joué très souvent comme ça. Oui, On allora arrivait, dice, on arrivait, on se mettait sur la scène, on jouait des choses qui ressemblaient pas du tout à ce qu'on avait fait la veille. Euh, et puis voilà, et une fois qu'on avait joué, on disait bon, allez à demain ou après-demain, on verra. Mais c'était comme ça. Il y a oui, pas, c'était l'écoute comme on fait dans le jazz quand tu fais une improvisation. La seule différence, c'est il y a des harmonies en dessous. Et je trouve ça très beau et très bien. Mais parfois, disons, Bernard Lubat, il veut pas, lui, il de- veut pas lire. Ok, allora dice il peut, che il peut très bien faire, mais il oui, se dit, mais allons dans l'inconnu, quoi. Il dit comme ça. oui, oui. Mais attention, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup. Lui dice che ha molta ammirazione per Bernard Lubat, però dice che alla fine la musica improvvisata è una musica che va ascoltata, è una musica che possono esserci anche degli accordi, può esserci una struttura armonica, eccetera, eccetera, però poi anche i grandi, ha parlato di Coltrane, sono quei grandi che suonano nelle armonie, ma che poi a un certo punto sentono il bisogno di andare in una direzione diversa. Ça pour toi, c'est la liberté? La musique improvisée, c'est quoi la liberté pour toi? Ça veut dire, tu as choisi de faire du jazz parce que c'était aussi la musique della liberté o parce que c'était autre chose? Hai a un certo punto deciso di fare anche il jazz perché era la musica della libertà o era altra cosa? E poi una seconda domanda, se credi che il jazz sia la tua rappresentazione di musica, la deuxième question, c'est est-ce que tu penses d'être un musicien de jazz? Ou le mot jazz, c'est trop petit pour ta musica? Oppure la parola jazz è troppo piccola, è troppo corta per rappresentare la tua musica? J'espère que ce ne sont pas des questions trop compliquées. C'est pas trop compliqué, c'est un peu, comment je pourrais dire, moi j'étais amoureux des jazzmen, j'étais amoureux des grands, je les ai écoutés et je me suis dit, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Allora dice che lui era un fan dei musicisti di jazz, ascoltava e trovava quello straordinario. Et alors, par exemple, l'Iconis, par exemple, que j'ai connu très bien, l'Iconis, Yeah. et que je parlais très souvent avec lui, très souvent. Il jouait de l'alto, je jouais de l'alto, les deux, comme ça. Mais ce monsieur-là m'a donné mais des sensations incroyables de la liberté. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, on va jouer ensemble, tu peux jouer un thème de 4 mesures, après je suis avec toi, après je vais t'aider, je vais être au-dessus de toi, après je ferai un rythme, toi tu feras un rythme, une construction, mais vraiment, là aussi presque sans musique, mais avec la qui de ce il était l'iconiste. Parce qu'il avait le jazz dans la tête. Souvent, il me disait, oui, tu vois, dans cette harmonie, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais tu as raison, c'est vrai. Et c'est comme ça que moi, j'appréciais ces moments-là, d'apprendre aussi.
sì. Allora dice, fa l'esempio di Lee Konitz con cui si sono conosciuti e hanno suonato assieme, e diceva tu vai, ci seguiamo, andiamo insieme, eccetera, eccetera. Però ogni tanto gli diceva anche guarda che lì l'armonia non è giusta, non stai facendo una cosa che non va bene. E lui apprezzava molto questo suggerimento del decidere questo. Et c'est pour ça que éternellement, j'aurai toujours comment dirais-je, un respect pour ces musiciens qui sont Allora, capables de faire ça, qui sont capables de faire ça, qui sont capables. J'ai un respect total. E dice che ha un rispetto totale per quella tipologia di musicisti che sono capaci di fare quello e di fare quell'altro nella stessa maniera. Si je me permets, quand tu as joué dans ce disque où tu avais joué Max Mon Amour avec Aldo Manon, oui, je l'ai. Il y avait Benita et ton chorus à toi. Alors là, j'ai dit, ça alors, voilà. Paolo, je deviens rouge maintenant. Tu t'es pas rendu compte, mais moi j'ai écouté. Et je me suis dit, oh là là, il est bien ce chorus. Ah, il est bien. Ben voilà, ça. Alors, c'était quelque chose de mélangé dans ton jazz ou ce que tu as appris du jazz. Et peut-être que tu as mis des choses en... Mais c'est ça. C'est des choses qui se croisent. Et la liberté de faire quelque chose. Allora dice che era rimasto colpito da un solo che io ho fatto, io lo ringrazio, in questo disco che io oggi mi ero messo via, che si chiama Cinema, e il brano, c'était quoi le titre de la composition? C'était Max Mon Amour. Max Mon Amour è tutto un disco di Michel del 1995 fatto per la Label Bleu, dedicato alle sue composizioni di musica da film, per il cinema, perché poi Michel è un uomo dalle mille facce, dai mille volti, è un interprete straordinario di musica classica. Adesso andremo a sentire una sua cosa di Mozart, specialista in Mozart, non solo in Mozart, è un improvvisatore nato, è uno sperimentatore e anche un grande compositore di musica da film. Tu es un grand compositeur de musique de film. Combien de films tu as composé? J'en ai fait des biens, j'en ai fait des moins bien. Non, mais oui, mais ça arrive. 82, j'ai fait 82. Ha scritto più o meno oltre 80-82 colonne sonore per i film. Paolo, si tu voulais me faire plaisir, j'aimerais que tu passes un peu Max Mon Amour avec ton solo qui arrive en mode. Et je ne sais pas si on peut, parce que j'ai l'impression que si on va passer la chanson, ça va arrêter la communication. Par contre, dans ce disque, il y a aussi un thème que j'écouterai l'autre jour, qui s'appelle Chant d'honneur. Oui. Et c'est une histoire très bizarre. J'aimerais bien que tu vas me la raconter, parce que je l'écoutais l'autre jour, j'étais en train de manger à la maison e j'ai mis le disque. Quindi stavo pranzando a casa con la famiglia e ho messo il disco di Michel che non ascoltavo da tantissimo tempo. Ho riconosciuto il brano che si chiama Max Mon Amour, ho riconosciuto un po' di altri brani, a un certo punto arriva un brano che si chiama appunto Chant d'honneur ed è una composizione un po' che inizia come una cosa barocca, molto, molto così, eccetera, eccetera, e a un certo punto è arrivata una tromba. E io ho detto, ma chi è questa tromba? Ho detto, ma chi è che sta suonando la tromba? E mio figlio mi fa, ma papà sei tu che stai suonando la tromba? Allora Andrea mi ha detto, ma papà sei tu chi joue la trompetta? Allora io non avevo capito che ero io, anche perché non ascoltavo questo pezzo da tantissimi anni, j'avais pas compris parce que la dernière fois que j'écoutais les disques ça a été, je sais pas, e è molto interessante questo concetto che è molto di Michel, cioè lui è riuscito in quel brano a farmi suonare
in una maniera che era totalmente diversa dal mio modo di suonare. È come che mi abbia flettuto in questa maniera, flesso, non saprei come dirlo, e mi abbia portato in un mondo musicale che non mi apparteneva, al punto che ascoltando questo disco dopo quasi 20 anni io non ho riconosciuto che ero io che suonava la tromba. Michel, alors, c'est intéressant ça, ça veut dire ta capacité de demander à tes musiciens d'aller vers des domaines de la musique qui sont pas tout à fait normales parfois. Alors, tu m'as mené dans cet morceau à jouer dans une manière tellement différente de moi-même que C'est j'ai vrai. pas reconnu, que j'ai pas, quand j'écoutais, je me suis dit, c'est qui joue la trompette? Et comment ça peut arriver ça? Ça veut dire, ça fait partie de ta technique de composition pour le film ou ça fait partie de ta personnalité? Ça veut dire, qu'est-ce que tu demandes à tes musiciens quand ils jouent avec toi? Par exemple, pour ce morceau-là de Chant d'honneur, moi j'avais déjà fait un synopsis en me racontant l'histoire qui était là dans le Chant d'honneur. C'est des gens qui vont à la mort ou qui s'en sortent pas, ou qui s'en sortent un peu. Bon, et je me mets toujours dans une situation, surtout c'est la musique de film qui m'a donné ça. C'est-à-dire les sensations de quelqu'un qui va quelque part où c'est pas la grande sûreté, où c'est comme si c'était un virus qui était plus loin. Je me suis dit, c'est une zone dangereuse, donc je monte et je vais descendre. Je monte et je vais descendre. Alors, moi-même, dans ça, j'ai cherché ce thème qui monte, qui fait... Il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça, j'ai dû te demander peut-être quelque chose qui soit, comment on dit en français, des tripes, quelque chose qui vient de là, où c'est un peu dangereux. Et voilà, c'est ça que j'ai pensé, moi, là-dedans. Je voulais avoir cette montée, cette descente, cette montée, se dit l'espoir et après le noir. Sì, allora dice che praticamente il film che poi l'ha portato a scrivere quella musica, che una musica è un momento di pericolo, un momento difficile, in cui questa musica inizia piano piano, poi sale e poi ridiscende d'improvviso e quindi ha una personalità molto precisa e la tromba in quel caso doveva alimentare solamente questa idea di pericolo. Purtroppo appunto è un peccato parlare di qualcosa che non possiamo sentire, però l'idea è quella proprio di rappresentare quello che in quel momento la scena del film voleva in qualche modo dire. Moi, je me rappelle il y a aussi Rita Margotulli qui joue, Oui, je sais, je sais. Je et qui sais. joue dans une manière magnifique. Mais avant de continuer, j'aimerais bien mettre un autre petite vidéo. Alors, ça, c'est le numéro 3, c'est pour Francesco qui est à la régie. C'est un extrait d'un bon film, très bon film, je trouve, où tu joues avec la Britten Sinfonia. C'est un film de 2012, je crois, et tu joues le concerto per clarinetto de Mozart. Oui. Mais surtout, c'est intéressant parce que c'est un film dans le film. Ah oui, Très d'accord. bon, je trouve, où tu parles aux musiciens et tu expliques Ah oui, oui. comment il faut que ça sonne, la musique de Mozart dans ta tête, dans ton côté, et je trouve que c'est vraiment intéressant. On va voir un petit extrait. Ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Ça fait très longtemps. Oui, alors c'est pas donc c'est pas le 2012, je sais pas, parce que peut-être ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Solistes, la base de l'orchestre, sont les premiers partenaires de l'aventure. Ni disciples ni employés, embarqués. Charlotte, Monia, Jean, Hélène, Geneviève, Laurence et Nicolas.
C'est les mots que je n'ai pas là pour mettre dans l'histoire. Je n'ai pas de mots là, je ne sais pas que dire, il faudrait que j'invente. Hein? C'est pas. Le caractère doit changer. Voilà. On n'y va encore. J'ai pas très bien cerné encore ce passage central. Il n'est pas encore là. Il n'est pas bon. On y va. Je parle d'un esprit, je ne parle pas du son maintenant, je parle maintenant de l'esprit surtout. Que tout d'un coup c'est lumineux, quoi. Voilà, lumineux comme ce matin, comme là, hein, il y a de la lumière. Donc peut-être si on le jouait à 23h ce soir, on ne serait pas pareil, mais là, j'ai envie de lumière, moi, dans ça. Tout d'un coup, j'ai envie de la lumière. Mais une lumière comme un appel qui vient de loin, en raison tout à l'heure de la... C'est lumineux déjà. C'est intéressant ça. Mais tu te rappelles quelle année ça a été? Tu ricordi che anno era? No, pas du tout. Mais c'est très intéressant comment tu expliques aux gens, tu parles pour 3 minutes de la même phrase. Donc è interessante vedere come racconti a questi giovani come funziona quella musica e parli per 3-5 minuti della stessa frase musicale, come che questa debba essere compresa, scolpita per essere suonata. Scusate. Mais dis-moi une chose, comment tu peux passer de Mozart à l'entourage de Prince? À quoi, pardon? À l'entourage de Prince, pour un disque qui était enregistré à Minneapolis, ça fait quelques années, avec des musiciennes extraordinaires, comme Sonny Thompson à la basse, ou Michael Bland à la batterie, le funk, etc., etc. Qu'est-ce qui t'amène vers cette énorme richesse à niveau de personnalité musicale? Mozart, tu peux passer 5 minutes à raconter aux gens comme il faut faire une phrase qui ça dure 30 secondes, et en même temps, après, aller à Minneapolis pour enregistrer un disque avec une sonorité qui est l'opposite de la musique de Mozart, etc., etc. Comment tu peux te trouver toujours dans les bons endroits avec toi-même e avec la musica? Come ti puoi trovare, se puoi passare 5 minuti a raccontare ai giovani una frase che si svolge in 20 secondi e poi improvvisamente andare a Minneapolis a registrare con dei musicisti che fanno una musica totalmente diversa, come ti puoi trovare in un mondo così differente? Ben, disons que Mozart, j'ai imaginé souvent que c'est un peu difficile à dire, mais la sensibilité que j'avais dans Mozart, je mettais toujours des mots sur la musique que je faisais. Les mots. Par exemple, dans le concerto de Mozart, je me suis dit toujours cet appel au début qui fait tout, j'ai senti que c'était comme une femme solitaire quelque part et qui cherche quelque chose. En fait, c'est un appel. C'est un appel. Parce qu'on se demande si personne va venir ou pas du tout. Donc, je me mettais de synopsis, des choses comme ça, pour me rentrer dans cette ambiance-là. C'est-à-dire, j'ai envie de ceci,
elle est comme ça ou il est comme ça, je vais essayer de faire une demande un peu plus sensible encore là-dedans. C'est comme du cinéma, quoi, un peu, finalement. Allora dice che Mozart è un po' come il cinema, è un po' come sono le parole, quella frase iniziale del tema è come che sia una donna solitaria che attende una chiamata, e quindi lui si fa un suo percorso che è quello quasi di una storia, no? di un film, che lo porta poi verso la musica. Alors, pour changer de quand je suis à Minneapolis, tout d'un coup, je suis dans un... C'était quelle année, Michel, à Minneapolis? Ça fait longtemps, ça fait, je sais pas... 4-5 ans? Oui, à peu près. Sono 4-5 anni che lui è andato a Minneapolis a registrare questo disco. À Minneapolis, là, tout d'un coup, je tombe sur Mike Brown, qui me regarde avec des yeux qui font comme ça. Il va au drum, il joue comme un oulala. Et alors, il y a tout un ensemble de musiciens qui sont là, et j'ai le malheur de leur dire, vous savez, j'ai amené des thèmes, je ne suis pas très certain que ça soit bien pour vous. Alors, il y en a un qui me dit, bon, écoute, ne t'occupe pas, tu souffles tes thèmes, et après, on verra. Allora dice che lui quando è arrivato lì, siete un studiosa, immagino. Oui, dans le studio. Sì, allora quando è arrivato in studio c'erano tutti questi musicisti e lui ha detto: ma io vi ho portato un po' di temi, non so però se questi temi andranno bene per voi. E allora ne hanno detto: tu non preoccuparti, tu soffia dentro lo strumento e poi il resto lo facciamo noi. Et après il y a une sorte d'ambiance basée sur peut-être la danse. C'est-à-dire, le batteur, Mike Brown, il est là, il fait des... C'est parti comme ça, il fait des gestes, comme s'il dansait. Et puis après, l'autre, il fait des choses comme ça, il danse aussi, tout le monde danse, alors on y va, quoi, on joue comme ça, et il me dit comme ça avec le geste, là, oh d'accord, et c'était la joie. Allora dice che poi a un certo punto hanno tutti iniziato a suonare e a ballare, a danzare assieme, gli facevano i gesti, e dice che da quel momento lì è stata semplicemente la gioia, la joie. La joie, oui. Ah, c'est génial ça. Mais moi, je me rappelle quand on était au studio ensemble, en fait, l'année qui est sorti cinéma, chez La Belle Bleue, on était à Amiens, eravamo ad Amiens nello studio della La Belle Bleue, che è questa etichetta coraggiosissima francese che appunto aveva editato questo disco. Moi, je me rappelle che pendant l'enregistrement, la séance d'enregistrement, durante la seduta di registrazione, tu étais jamais content. Ah ça? Jamais, jamais. On sortait du studio, on écoutait, c'était magnifique, tu sais, c'était magnifique. On écoutait, Rita, il avait fait un solo génial, Aldo, etc., etc. Et après, on regardait Michel, et Michel, il était là e disait no, ça va pas. Quindi lui, uscivamo dallo studio, ognuno aveva suonato, aveva dato il meglio di se stesso, Rita Marco Tulli aveva fatto un solo magnifico, Aldo Romano, eccetera, eccetera. Noi ci guardavamo, sorridevamo, e poi guardavamo Michel e faceva non, ça va pas. Alors, est-ce que cette façon à toi, qui est critique vers toi-même et vers la musique, ça a été toujours comme ça, o c'est quelque chose qui est arrivé pendant les parcours? È qualcosa che hai sempre avuto, questa idea critica nei confronti di te stesso, è arrivata piano piano? J'ai été toujours très, très difficile, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, finalement, il y a une anxiété, de faire mieux toujours, ou je sais pas, comme si j'étais pas toujours d'accord de ce que j'aurais fait. Allora dice che un'ansia che c'è da sempre, non è in realtà un senso critico, che c'è da sempre, una sorta di ansia che deriva dal fatto di pensare di poter fare sempre meglio, no? Sempre meglio. Est-ce que ça arrive aussi avec la musique classique, o c'est que quand tu joues della musica improvisée? Avviene anche quando tu suoni la musica classica, oppure è una cosa principalmente del jazz? Sono les deux. C'est les due cose. Mais il me semble que j'ai guéri. Il me semble que ça va mieux.
C'est-à-dire que j'ai fait un disque là, par exemple à Amiens. En général, je suis quelqu'un qui, oh là là, oui, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on fait? Non. Et ben là, j'ai dit, bon, on y va. Mais c'est bon. Là, voilà. J'ai accepté. No, quindi dice che adesso ha fatto un ultimo disco. Après, tu peux nous parler du disque, parce que je sais qu'il y a aussi une pochette déjà du dernier travail, e dice che adesso è diverso, perché va lì e dice, beh, effettivamente deve funzionare così. Écoute, beaucoup des amis français, eux aussi, des autres aussi, je pense à Daniel Humer, Oui. Bruno Chevillon, qui est toujours ton compagnon de route depuis toujours, mais les collaborations avec Mino Sinel ou Joachim Kuhn, Marcia Solar, bien sûr, Jackie Terrasson et Richard Galliano, au même temps. Qui t'a donné plus dans la musique, s'il y a une qui t'a accompagné surtout dans ta carrière, plutôt qu'une autre, je ne sais pas, Daniel ou Richard ou des autres musiciens qui sont un peu une partie de ta vie, non? Après, il y a un travail qui s'appelle Bailador, il y a Ambrosa Kibunsir, il y a Bojan, j'imagine que Bojan Z, Bojan Zuspil-Kaspacik, c'est un ami depuis toujours maintenant, parce que ça fait beaucoup des années qu'ils vous jouez ensemble, et ton projet qui s'appelle Unit, qui est un peu le nom de ta famille de musiciens, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le Michel Portal Unit, et la relation avec les musiciens qui sont aujourd'hui partie de ta vie depuis toujours, dans les dernières périodes de ta vie musicale? Oui. Par exemple, si on parle de Bailador, puisque tu parles à Kim Mouzir, moi j'étais dans le... Je ne le connaissais pas, et en fait, je me méfie, enfin, quand on ne connaît pas, on se met dans l'autobus là, pour partir, et puis on ferme les yeux. Mais lui, quand je l'ai vu, il m'a simplement dit une chose. Il m'a dit, ça me ferait tellement plaisir si tu pouvais me donner le disque que tu as fait en Allemagne avec le quintet de Mozart, et où j'ai bien entendu ce que tu as fait, et j'aimerais bien le réécouter. Ah. Parce que lui, il est passionné par la musique classique, je pense, parce que j'écoutais un disque à lui où il y a un bon quatuor di corde. Dice che quando ha suonato con Ambrose, per esempio, hanno viaggiato assieme, e la prima cosa che gli ha detto, mi puoi far sentire quel disco che hai registrato in Germania con il quintetto di Mozart, perché mi è molto piaciuto. Oui, parce qu'en fait, la musique, je crois pour moi maintenant, et définitivement, c'est de rencontrer des musiciens qui sont déjà un peu comme ça envers toi, qui t'aiment vraiment, tu vois, qui t'aiment vraiment, qui ont envie d'être avec toi. Si dice che la passione ormai è quella di poter suonare con dei musicisti che in qualche modo amano la tua musica, che conoscono la tua musica, come nel caso di Ambrose, che aveva sentito appunto il quintetto di Mozart. Avoir la confiance des autres, être bien avec les autres. En particulier quand j'avais joué avec l'orchestre de Duke Ellington, il y a très longtemps, dans un film j'avais joué dans l'orchestre, et j'ai demandé à Duke Ellington, mais comment faites-vous pour tenir 20 ou 25 personnes pendant comme ça des années entières? Et il m'a dit simplement, mais parce que je les aime. Ah, alors, bah, attends, ça alors d'abord, tu es en train de me dire que tu as joué dans l'orchestre de Duke. Ah, voilà. Allora, innanzitutto gli ho detto, ma tu mi stai dicendo che tu hai suonato con l'orchestra di Duke Ellington? Lui dice, sì, ho suonato con l'orchestra di Duke Ellington. E dice che quando ha suonato con l'orchestra di Duke Ellington ha chiesto ad Ellington, al Duca, al grande Duca, ma come fai tu a mantenere un'orchestra
25 musicisti assieme per tanto tempo, no? E lui gli ha risposto, perché io li amo. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est génial, cette histoire. Si, oui, je pense que c'est la meilleure de la musique, parce que la musique, c'est pas que de la musique. Il y a les relations humaines, il y a d'autres choses à côté, j'imagine, non? C'est ça dont je voulais parler, là. Voilà. Et dis-moi, c'est qui les musiciens avec lesquels, à part Bernard Luba, avec lesquels tu as joué plus dans le temps dans ta vie? Chi ha jamais quitté, chi tu hai jamais quitté, chi è il musicista con i quali, a part Bernard Luba, hai suonato più a lungo nella vita e che non hai mai abbandonato? S'il y a, hein? Oui, peut-être parce qu'il y en a aussi qui ont disparu aussi. Il y a des musiciens qui ont disparu. Si dice purtroppo ci sono poi dei musicisti che purtroppo sono morti e che non ci sono più. Et par contre, et quand ils disparaissent, ça me fait très mal. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du saxophoniste Lee, avec lequel j'avais des rapports incroyables, mais même à parler entre nous comme ça. Donc je l'aimais vraiment pour jouer avec lui, pour parler de ce qu'il avait fait. Quand il a disparu, alors là ça fait comme ça, des trucs comme ça. Et c'est ça qui me fait toujours peur, quoi. Parce qu'il y a des gens, on ne sait pas si on les aime beaucoup, mais quand ils disparaissent, on s'aperçoit qu'on les aime vraiment. Bien sûr, dice che quando è partito purtroppo Lee Konitz gli è molto dispiaciuto perché lo amava moltissimo, avevano passato del tempo assieme, insomma era un musicista che evidentemente gli aveva molto dato e allora in quei casi diventa difficile perché qualcuno che tu ami e che ti ha dato moltissimo che se ne va, eccetera. Sul Bailador, qui est un disque maintenant, je ne sais pas combien d'années, il y a une dédicace sur flamenco, bien sûr, j'imagine. No? Bailador, ça signifie Espagne, ça signifie flamenco, eccetera, eccetera, eccetera. Questo disco che si chiama Bailador, dove dentro c'è Bojan, c'è Lionel Lueke, c'è Scott Colley, eccetera, eccetera, un bellissimo lavoro di qualche anno fa, appunto c'è Ambrose, eccetera, è un disco dedicato un po' al flamenco. Pourquoi tu as dédié ce disque, pourquoi tu es parti dell'idea del flamenco per aller vers Bailador? Perché sei partito dall'idea del flamenco per andare in quel disco particolare? Oui, c'est un disque particulier, mais il faut dire que Bailador, ça veut dire c'est un danseur, un Bailador. Ah, dice, oui, Bailador, dice, bisogna dire innanzitutto che Bailador è il ballerino, insomma, il ballerino. C'est un ballerino. Et alors, donc, pourquoi Bailador? Parce que j'avais dans l'idée, quand j'ai vu des flamencos, tu m'entends là? Oui. Quand j'ai vu des flamencos en Espagne, j'avais vu des flamencos qui buvaient un peu, beaucoup même, avant de danser ou pendant. Et alors, je me suis aperçu que ces danseurs, parfois, on ne les aime pas parce qu'ils ne faisaient pas les pieds qu'il faut. Ça ne marchait pas. Mais on disait, mais il boit beaucoup, celui-là, il boit un peu. Oui, mais il est original, il faut faire attention. Il est original. Oui, mais tout le monde ne l'aime pas. Il est original. Et parce que, pourquoi il est original? Mais parce qu'il fait des figures que les autres ne font pas. Et je veux dire une chose, ils font des figures que les autres ne font pas. Et en même temps, quand il y a une belle figure, tout le monde lui prend à lui ce qu'il y a qui n'existait pas avant. Allora dice che questo ballerino che aveva sentito era uno che beveva molto prima della sua esibizione e quindi faceva delle cose che forse non erano molto belle, ma lui apprezzava il fatto che faceva delle cose originali, delle cose diverse che gli altri
non facevano assolutamente. Mais c'est où qui est passé ça, en Espagne ou dans le sud de la France? En Espagne. En Espagne. En Espagne, oui. C'est pour dire qu'il faut faire attention aux gens qui sont peut-être mauvais, mais ils ont peut-être beaucoup d'idées. Je n'en sais rien. È interessante, è molto interessante questo. Allora, io direi passiamo un altro pezzettino di un video. Questo è un video divertente, per Francesco è il numero 1. Credo che poi Michel ci possa raccontare che cos'è questa intervista. È una piccola intervista, credo, fatta per un anniversario. E vediamone un piccolo pezzettino e poi Michel ci dirà che cosa è, e poi ci incamminiamo verso la fine di questa chiacchierata. Ok. Ça veut dire, je suis dans l'indifférence, je suis. Pardon. Oh, l'âge. C'était quoi ça, Michel? Cosa era questo? Non, ça c'est les questions de l'âge, de l'âge. Erano delle questioni, erano delle domande rispetto all'età. Alors il y a des amis qui sont venus comme ça, et puis moi j'ai fait de la clarinette comme si j'avais 10 ans ou je sais pas quoi, et que ça m'était égal finalement. Donc ils étaient toujours étonnés de me voir jouer comme ça, et ils ne comprenaient pas. Très sympa, molto carino. Écoute, une des dernières questions et après on va conclure. Oui, je suis d'accord. Ton rapport avec l'Italie. Pardon? Ton rapport avec l'Italie. Tu as joué pas mal de fois à l'Italie, j'imagine. Oui. Et les musiciennes italiennes, tu as joué avec qui des Italiennes? À part, nous on a joué ensemble. Oui. Peut-être pour finir, on va passer une petite vidéo où on joue ensemble. Oui. Mais c'est qui les musiciens italiens que tu connais, avec lesquels tu as joué? Si tu me donnes quelques noms, parce que là, Par exemple, tu as joué avec Enrico Rava ou jamais? Oui, bien sûr, Enrico Rava, oui, bien sûr, j'aime beaucoup. Et Aldo, j'imagine, vous avez joué beaucoup. Aldo, on ne se voit pas beaucoup. On se voit pas. Oui. Mais quand on se voit, on se dit bonjour. Mais on se oui. Et à l'Italie, tu as joué aussi et surtout le jazz ou la musique classique? Les deux. Quand j'étais un peu plus jeune, je jouais plus la musique classique en Italie. Donc, tu étais dans tous les plus grands théâtres italiens. Par exemple, tu as joué à la Scala di Milano ou au Teatro Petruzzelli di Bari, tu es dans tous les grands théâtres italiens. Oui, j'ai joué. Enfin, j'avais une agent qui était italienne aussi. Donc ça okay. Dice che aveva un'agente che era italiana e quindi ha suonato sia il jazz che la musica classica nei più grandi teatri italiani, perché partecipava alle tournée della musica, appunto della grande musica italiana. Je suis sûr que j'oublie des musiciens italiens, je suis sûr. Et que peut-être je les oublie, mais je les oublie pas, mais là tout d'un coup... No, dice che certo di aver suonato con tantissimi musicisti italiani, certamente adesso non li ricorda, ma nella sua carriera ha sicuramente suonato con tantissimi musicisti anche italiani. Écoute, à propos de l'Italie, une petite vidéo où on est ensemble. C'est Umbria Jazz, Umbria, ça, le théâtre Morlacchi de Perugia, oui. de Pérouse. C'était l'année 2004. Oui. Et on joue avec ton projet, avec Ilya Bojan. Bruno Chevillon. Au piano, Bruno Chevillon, Eric Champard
à la batterie. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais invité dans ces projets. On va voir un petit extra de ces concerts qui est pas mal. Ça joue bien et ça donne quelque chose. Je pense qu'il y avait un son parfois très grave là-dedans, ou pas, non? Oui, voilà, j'ai joué aussi avec l'harmonizer, tu sais. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est les thèmes qui ont fait maintenant, c'est celui-là, mais on l'écoute. C'est bien, tu joues des choses en bas, c'est pas mal ça, oui. Mais bon. Waouh! Quelle énergie, hein? Alors là, attention. Quelle énergie! Les groupes, c'était un Ferrari, tu sais, c'était la machine. Là, attention, là c'est bien. Ouf! C'était quelle composition, ça? Ça s'appelle Demi-Monk. Magnifique. Et les groupes, ça joue terrible, ça joue très bien. Et... On n'a pas continué comme ça là-dedans. Après, on a fait ailleurs. Je ne sais pas. C'est comme ça. On n'est pas fâchés, non, non. Mais on n'a pas continué ce groupe-là, tu vois. Oui, allora dice che poi con quel gruppo non hanno più continuato, non hanno litigato, semplicemente, oui, mais ça fait partie de la musique. Tout d'un coup, la musique ça prend une direzione differente, chacun. E dice che quindi è un gruppo che non ha continuato, ma semplicemente perché le cose poi si dividono. Dicevo, quale energia? Perché c'era una energia veramente straordinaria tra tutti.
Le chorus de trompette, il est comme ça, il est comme ça. Oui, mais attends, les thèmes, d'abord, moi j'essayais de jouer les thèmes qui étaient très compliqués. Le thème, c'est pas bon. Cercavo di suonare il tema che era estremamente complicato. Il y avait aussi que j'avais mis, il y a Jean-Luigi Trovesi, Oui. que j'avais joué un peu avec Ah, lui. tu avais joué avec, dice che aveva suonato con Gianluigi Trovesi. J'ai joué aussi avec Stefano Di Battista. Avec Stefano Di Battista. Un peu. Un poco con Stefano. Donc Enrico Rava, et puis après, il y avait quelqu'un, non, Presti, non, c'est ça, Presti. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, oui, tu as joué pas mal avec aussi des Italiennes, même aussi à Paris, j'imagine. Oui. Et Paolo Fresu. Ah, bien sûr. Michel, écoute, c'était magnifique, vraiment. On s'est bien amusé quand même. Oui, on s'est bien amusé, ci siamo divertiti, c'était magnifique surtout, je pense, aussi pour notre public qui sont à la maison et quelli che sono a casa. Raconter, surtout parler de la musique dans une manière différente. Bon, on peut passer 2 heures avec toi, parce que si on en commence à approfondir, etc., mais on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était bien de découvrir une partie de toi qui peut-être le grand public, il connaît pas. Et je pense que c'est très bien surtout d'avoir appris comment tu es arrivé à la musique, parce que normalement, on ne demande jamais des choses comme ça, parce que ça fait partie, mais c'est bien, parce qu'on découvre qu'on vient tous de la même racine. E scopriamo alla fine che veniamo tutti dalla stessa radice. Moi aussi, je viens de la fanfare en Sardaigne. Et comme toi, si j'avais pas la fanfare dans mon petit village, moi j'étais pas musicien, non sarei stato musicista, e scopro che Michel era lo stesso, per cui c'est très bien ça, non? Très bien, très bien. C'est très très bien. Bah écoute, merci, bon courage. Je sais que tu es à Paris à la maison. Oui. C'est un moment, on le connaît, on parle pas, on oublie, on oublie ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que je pense que nous, on a l'attitude de penser dans une manière positive par rapport alla vie e alla musica, e quindi dimentichiamo quello che stiamo vivendo, perché credo che tu abbia una visione positiva della vita e della musica, et voilà, et donc bon courage, bonne musique. Je n'oublie pas la piscine là-bas. Alla piscina a Sardegna. perché Michel aveva suonato a Berchida, ha fatto un concerto bellissimo. Ton concert, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Mais tu te rappelles du concert, tu es passé 2 fois à Berchida. La première fois, tu étais là avec ton projet, c'était avec Luis Clavis, c'est possible? Probabilmente il primo concerto era con Luis Clavis, con il quale lui ha suonato per tanto tempo, e fecero poi un concerto insieme a Richard dalla montagna. Vous avez donné voilà, avevano fatto un concerto in duo in mezzo a una foresta di lecci nella montagna sotto nel Monte Limbara, e poi è venuto a Berchida 4, oui, c'était 3-4 ans maintenant. Tu avais monté un projet exprès pour nous, avec Lionel. Aveva montato un progetto apposito per noi, et il giorno dopo abbiamo fatto un concerto in duo, et le jour après on avait joué en duo à Kérémoulé, qui était un endroit magnifique où il y avait les domus de Llanas, tu sais, les petites maisons, le vent, il vento, etc. Mais c'était magnifique. J'ai des souvenirs, des ricordi magnifici. Quindi. Écoute, on t'attend, hein? J'espère que tu vas retourner bientôt à Berchida avec un projet, peut-être avec le nouveau disque l'année prochaine, ou choses comme ça. Et voilà.
Michel, grazie, Grazie. grazie molte à toi À et bientôt, Paolo. à bientôt et bon courage et à très très bientôt et très bonne musique. Merci, merci beaucoup. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.